Então, o professor Jean-Pierre Desclés é professor na Sorbonne Université e ele vai falar da noção de cálculo das significações. Eu elogiei essa apresentação na conferência que eu fiz no auditório do X. Teve um pequeno encontro sobre a inteligência artificial. Eu tentei fazer uma crítica da noção de inteligência artificial, dizendo que sobra sempre algo quando você tenta fazer um cálculo da noção de significação. Então, o professor aqui vai defender o ponto de vista contrário, basicamente que existe uma possibilidade de extensão do pensamento formal, quando ele se aplica a esse material complexo que é a língua natural, tem uma possibilidade de extensão para capturar mais material ainda do que era possível antes e assim permitir um progresso da inteligência artificial. Merci. Je remercie d'abord Philippe de m'avoir invité. C'est pour moi une occasion de rencontrer des gens et de pouvoir discuter, puis d'apprendre beaucoup de choses. Deuxièmement, je ne suis pas philosophe, donc je ne suis pas linguiste non plus, mais en tant que mathématicien, je m'intéresse vraiment à ce qu'est le langage humain, mais en partant de la complexité des langues naturelles. Donc, c'est comprendre la complexité de l'activité de langage. Je préfère activité de langage au langage, parce que le langage, qu'est-ce que c'est? Mais l'activité de langage qui caractérise les humains. Oui? Et qui est donc manifestée par les langues naturelles. Ça va, vous voyez? Donc, je vais faire quelques propositions méthodologiques ou épistémologiques. D'abord, qu'on se mette bien d'accord sur proposition numéro 1. L'objet de la linguistique, c'est essentiellement l'étude de l'activité humaine du langage qui est manifestée par les langues, telles qu'elles existent et dans leur diversité, en essayant de prendre au maximum la diversité des langues. Je ne vais pas donner ici des langues bizarres, ça serait tout à fait intéressant, mais ce n'est pas mon objet. Les langues sont des systèmes sémiotiques, donc de signes, avec une syntaxe, une sémantique, une pragmatique, qui sont composés de lexèmes, d'unités lexicales en nombre ouvert, et de grammèmes dans une langue, c'est-à-dire d'unités grammaticales. En général, c'est une liste fermée. Et puis, ce qui est encore très mal étudié par la linguistique actuelle, des unités discursives qui enchaînent les énoncés les uns aux autres. Alors, le point 3, le plus important pour moi, c'est que la fonction fondamentale du langage, c'est certainement pas, comme on le voit partout, la communication. Le langage sert à communiquer. Oui, certes, mais surtout, le langage et les langues sert à construire des dialogues, et ce donc des systèmes sémiotiques qui sont capables de construire des dialogues. Alors, il faut se mettre d'accord sur ce qu'il faut entendre par dialogue, mais les langues contiennent des unités qui sont les indexicaux et qui permettent de dialoguer, justement. Et ça me paraît être tout à fait important et fondamental. Alors, je crois qu'il faut faire une distinction, elle est un petit peu personnelle, mais quand même, dans la littérature, souvent les termes sont mélangés. Déjà, il faut distinguer la signification de la dénotation, et moi, je vais m'intéresser beaucoup plus à la signification, sachant que la signification doit construire la dénotation. Bon, la dénotation, elle conduit entre autres, pas uniquement au calcul des valeurs de vérité. Donc, il y a une signification et il ne faut pas assimiler signification et dénotation. Donc, comment traduire la signification? Quelquefois, je suis choqué quand on me dit, tel prédicat renvoie à telle propriété. Mais qu'est-ce que c'est que cette propriété? Il faut pouvoir la décrire. Ensuite, je distingue, mais ici c'est moins important pourtant, entre signification et sens.
Alors, je réserve le nom de sens à quelque chose qui relève d'une pragmatique contextuelle. Et je reprendrai une phrase de Bourdieu, reprise par Culioli, par un linguiste. La bonne compréhension est un cas particulier du malentendu. On n'est jamais sûr, dans un dialogue, de bien se comprendre. Et il peut y avoir des malentendus. Et le sens, c'est le côté idéal. On est dans le même sens, on pense ensemble. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'obtient pas toujours. Alors, peut-on envisager un calcul des significations, qui ne soit pas de la dénotation, par composition d'opérateurs et de relations? Et comment calculer les significations à partir des expressions linguistiques? Voilà mon problème. Et est-ce qu'il faut un seul niveau d'analyse ou bien une architecture computationnelle et cognitive? Et si oui, quelle est cette architecture? Donc, proposition 5, il s'agit de calculer et de représenter. Oui, mais avec quelles mathématiques? Alors, on sait bien que, par exemple, on parlait tout à l'heure de Chomsky. Bon, Chomsky a travaillé sur la syntaxe avec des systèmes formels, dégageant des propriétés non triviales, mais enfin, il est resté au niveau de la syntaxe, la sémantique, et puis avec cette idée que c'est universel. Donc, il y a d'autres choses. Moi, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant lorsqu'on est un mathématicien qui s'occupe d'autres domaines avec les collègues des autres domaines, c'est de prendre certains concepts, quand c'est possible, et de chercher à les mathématiser. Donc, le système formel viendra après. Mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir mathématiser certains concepts de la linguistique. Je vais donner quelques exemples. Donc, ça suppose, comme disait Granger aussi et d'autres, il faut pouvoir articuler le géométrique et l'algébrique, car il y a des relations entre les deux. Et articuler, puisque je vais utiliser la topologie, et une logique d'opérateur. Alors, comment ça marche? Voilà. Donc, faut-il chercher à mathématiser, après tout, les concepts de l'activité de langage? Avec quelles mathématiques? Alors, bon, je l'ai trouvé quasi rare. Il semble qu'on ne puisse parvenir à concevoir et à organiser de façon véritablement systématique le langage que si l'on se fonde sur la systématique propre des mathématiques et que l'on emprunte ces critères. Donc, est-ce que pour certains concepts, justement, on peut en donner une forme mathématique? Un linguiste français, Antoine Culioli, dès 1968, j'ai travaillé avec lui pendant 20 ans, disons que le linguiste aura parfois des concepts clés à portée de main, par exemple application, structure, ordre, mais l'élaboration sera lente. Ainsi en est-il de l'utilisation de la topologie et en linguistique et de la logique combinatoire. Parfois, il faudra tout faire, ainsi en est-il du domaine des modalités. En effet, le problème des modalités dans les langues naturelles est un problème loin d'être simple. Alors, le problème qui devient intéressant maintenant, c'est d'articuler une sémantique formelle. Alors, comme exemple de sémantique formelle, c'est Montaigu, par exemple, qui a été contre Chomsky, avec quelque chose qui se développe depuis une dizaine d'années, ce qu'on appelle la sémantique cognitive, qui est développée aux États-Unis, mais sous un autre nom, et en même temps ou avant, en France, avec des gens comme Guillaume, Tom, on peut le mettre dedans, Potier, Ziegler, Wilgen, et en Europe. Donc, est-ce qu'on peut articuler ces deux courants de la sémantique qui, en général, s'ignorent et même se combattent, si on veut? Quelle est, pour la sémantique cognitive, quelle est l'interaction entre l'activité de langage et d'autres activités cognitives? Y a-t-il une interaction ou bien y a-t-il une autonomie? C'est ce que défendait Chomsky, entre l'activité de langage et les activités de perception de l'environnement et d'action plus ou moins intentionnelle, cette fois-ci avec un T, sur l'environnement. Et comment articuler
les images, les représentations iconiques et figuratives avec des représentations symboliques. En passant, moi j'ai eu le plaisir et la joie, parce que je développais des schèmes de représentation symbolique, et en étudiant ou en écoutant des exposés sur la langue des signes, de voir que finalement mes schèmes étaient signés par des gestes. Donc c'est tout à fait important et c'est à étudier évidemment encore. Donc finalement, il s'agit de regarder certains courants de sémantique actuelle et notamment la théorie de l'énonciation qui est particulièrement développée en France, du reste prenant des formes différentes, avec des travaux antérieurs, notamment à l'école de Prague, Martin Buber en philosophie, Charles Bailly en linguistique, et puis en France, Émile Benveniste, Cuglioli, et puis les gens qui ont travaillé avec Benveniste et Cuglioli. Donc il faut tenir compte des expressions indexicales. Qu'est-ce que c'est que ces expressions? Ces expressions, en fait, introduisent l'énonciateur et le co-énonciateur dans les représentations elles-mêmes. C'est-à-dire l'utilisateur, donc il y a une forme de pragmatique qui est introduite dans les représentations que l'on veut faire. Pour Bailly, l'énoncé est décomposé en deux grandes parties, et ça je vais l'exploiter. D'un côté, le dictum, bon, c'est reprendre des expressions du Moyen-Âge, mais disons pour l'instant une proposition, un contenu propositionnel. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis le modus, c'est un opérateur, on va le voir, assez complexe qui porte sur le dictum. Donc tout énoncé, je ne dis pas phrase, hein. Alors il faudrait discuter longuement sur énoncé, phrase, proposition, hein, et ne pas les assimiler. Pour l'instant, on ne va pas le faire. Donc tout énoncé est décomposable à un modus et un dictum. Comment alors aussi tenir compte, et c'est toute la théorie de l'énonciation, comment tenir compte des opérations de prise en charge d'un contenu par un énonciateur. Parce que finalement, il y a bien un contenu dans un énoncé qui est pas nécessairement asserté, qui est déclaré, qui est questionné, etc. Et comment tout ceci peut être traité et formalisé par des opérations de prise en charge. Alors, ce que je disais tout à l'heure, il faut pouvoir expliquer les relations que l'on va avoir entre des interprétations figuratives. Après tout, la physique utilise des schémas, utilise des diagrammes, utilise des figures éventuellement. Pourquoi, dans les sciences humaines, en linguistique, on refuserait d'utiliser des schémas qui obligent, des schémas théoriques qui obligent en fait à perfectionner la théorie? Parce que ce n'est pas le petit dessin, ça doit être des dessins théorisés. Et comment on passe de l'un à l'autre? Donc, interpréter les diagrammes, on va prendre quelques petits exemples très rapides. Alors, le rôle de l'informatique, il est très actuel. Il est très actuel car l'informatique permet quelquefois d'expérimenter, pour les sciences humaines, la linguistique en particulier, de valider des conceptualisations théoriques. Vouloir aller jusqu'à l'écriture d'un programme, ça oblige en fait à revenir sur les concepts, à les préciser et à expérimenter donc les concepts théoriques par une simulation, par des calculs, mais effectifs. Et souvent, on s'aperçoit qu'on manque, le concept n'est pas assez complexifié, il faut le complexifier. Quelquefois, on aboutit à des applications dans le traitement automatique des langues à partir de modèles théoriques. Mais qu'est-ce qui se passe, là j'anticipe sur ma conclusion, dans l'intelligence artificielle actuelle? Parce que ça, c'était le projet un petit peu plus généralement du traitement automatique des langues. Lorsque j'ai commencé ma carrière, ce qui m'intéressait, c'était justement de mieux comprendre ce que c'était que l'activité de langage et de se servir de l'informatique
pour pouvoir mettre à l'épreuve certaines modélisations théoriques. Maintenant, l'intelligence artificielle ne construit plus nécessairement des représentations très fouillées, c'est par apprentissage, par des statistiques, sur des corpus de plus en plus vastes, et on espère en fait découvrir les grammaires des langues, ce qui était un projet déjà avant Chomsky. Bon, maintenant c'est vrai avec les ordinateurs très rapides, très puissants, etc., on va un petit peu plus loin, mais c'est une hypothèse quand même qui nous apprend peu de choses sur ce qu'est l'activité de langage. D'abord, ce n'est pas sûr que ça marche. Moi, je prédis que ça ne marchera pas vraiment, très bien, sauf pour des micro-domaines, évidemment. Et c'est les succès que l'on vante, les micro-domaines. Mais finalement, même pour la traduction, bon, bien sûr, ça marche à peu près, puisqu'on a copié par des phrases déjà traduites. Alors, tout ceci pose aussi le problème de l'interdisciplinarité. Il y a la bonne et la mauvaise interdisciplinarité. La bonne interdisciplinarité consiste à savoir écouter les autres disciplines et complexifier quand c'est nécessaire. Or, moi, j'ai l'habitude de justement travailler avec des linguistes. J'essaie de les écouter et eux aussi essaient de m'écouter. Mais quelquefois, je pourrais vous multiplier les anecdotes. Le linguiste dit « Ah, non, ça me gêne un petit peu. » Je vous donne cette anecdote avec un linguiste que je ne vais pas nommer. Il fait un exposé et puis à la fin, personne ne comprenait. Bon, je vais le trouver. Puis je lui dis là, vous passez de l'intention à l'extension, c'est pas très clair. Il m'a dit, vous avez tout à fait raison, mais moi, je suis linguiste, je dois expliquer l'ambiguïté. Et vous, vous êtes mathématicien. Je lui dis, oui, justement, j'explique l'ambiguïté de telle et telle façon. Vous avez tout à fait raison, vous êtes mathématicien, mais moi, je suis linguiste. Et pour expliquer, il ne voulait pas perdre la face, pour expliquer l'ambiguïté, je dois faire une théorie ambiguë. Évidemment, c'est irrecevable, mais ce qui montre quand même la difficulté de l'interdisciplinarité, savoir écouter, savoir complexité quand c'est nécessaire. Se méfier de la simulation rapide sans calcul justifié par des conceptualisations théoriques. C'est ce qui se passe avec les big data et l'intelligence artificielle. Évidemment, on pourrait en discuter. Bon, donc je vais maintenant aller vers des choses un peu plus intéressantes. Donc ici, sans commenter de trop, il s'agit de passer de l'énoncé, qui est une expression syntagmatique, c'est-à-dire ordonnée dans les langues parlées et écrites, d'un système sémiotique d'une langue, et de pouvoir construire des représentations sémantiques. Bon, il y a toute une architecture, il faudrait la développer, mais on voit bien qu'à un moment donné, il faut arriver à cette décomposition entre un contenu prédicatif et des prises en charge de l'énonciateur qui elle-même amène à des développements dans les directions sous forme de schèmes. On va donner des exemples. Donc, c'est comment le faire automatiquement ou par des calculs et non pas de dire « bon, ceci, ça veut dire ça ». C'est quelquefois ce que l'on voit dans la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit donc finalement de mathématiser les concepts et les représentations cognitives. Et cette autre idée qui est liée à la sémantique cognitive, c'est d'ancrer il y a des primitives pour construire les schèmes sur la perception et l'action. Ça ne veut pas dire de réduire le langage à l'activité de perception. Il y a certaines primitives qu'il faut déterminer qui sont ancrées sur la perception du monde et sur l'action. Autrement dit, le langage n'est pas une activité comme ça, entièrement autonome, mais après, évidemment, il se complexifie. Il faut donc représenter les significations et dans des formalismes logiques et mathématiques relativement solides, voire même solides, et pas comme quelquefois on invente un peu. Alors, citons Granger, dans un ouvrage assez vieux maintenant. Bon, il faisait
il mettait en évidence le problème de la pragmatique comme une étude essentiellement empirique. Montaigu-Barillel propose de réduire l'aspect pragmatique de l'étude de la langue à l'examen de ses expressions de Peirce, un lexical expression de Peirce. Là où, finalement, il va falloir compliquer un petit peu les choses, parce que Granger, quand il écrivait ça, parlait de la linguistique de son époque, mais en particulier, il ne tenait pas compte de la théorie de l'énonciation, telle que se développait pourtant parallèlement. Pourtant, la théorie de l'énonciation, bon, il y a des textes au XIVe siècle, puis ça a été oublié, c'est retombé. Bon, on voit ça en un article de Poligny à l'école de Prague, Je et tu, chez Martin Buber, et surtout, je dirais, Charles Bailly, et maintenant Émile Benveniste, 65-74, et puis Cuglioli, puis moi-même, en essayant de trouver une formalisation adéquate. Ceci m'amène évidemment à distinguer une pragmatique interne et une pragmatique externe, ce qu'on n'a pas, par exemple, dans ce que disait Granger tout à l'heure. Par la pragmatique interne, ça va être justement la théorie de l'énonciation. Puisque qu'est-ce que j'ai dit dans la théorie de l'énonciation? Eh bien, l'énonciateur et le co-énonciateur sont dans le système de description. L'utilisateur est dans le système de description. Et les langues possèdent des expressions qui renvoient à l'utilisateur. Ce qu'on n'a pas en général dans les formalismes, notamment logiques traditionnels. Donc, il y a une sémantique pragmatique interne et une pragmatique externe, et actuellement, souvent, les deux pragmatiques sont confondus. Donc, on passe de l'un à l'autre, notamment dans certaines discussions. Donc, il faut faire la distinction entre l'énonciateur. L'énonciateur, c'est un paramètre abstrait, et le locuteur qui, lui, renvoie au monde empirique. L'énonciateur nécessaire à la description, son co-énonciateur sont directement associés à des rôles dialogiques. Et là apparaît une chose extrêmement importante, c'est que parler veut dire qu'on change de référentiel. Donc c'est la notion de référentiel qui devient extrêmement importante, car parler, je parle à un co-énonciateur, et ensemble, ou éventuellement en se séparant, on se détache complètement du référentiel externe, c'est-à-dire des mondes, parce qu'il y en a plusieurs, il est compliqué ces référentiels externes, mais donc il y a création d'un référentiel énonciatif par l'énonciateur et le co-énonciateur, et un détachement par rapport au référentiel externe. Ceci me paraît extrêmement important, surtout qu'il faut éviter de confondre le locuteur et la locuteur qui vont être des êtres empiriques, externes, d'une pragmatique externe, alors que l'énonciateur et le co-énonciateur sont dans une pragmatique interne qui font partie de la description d'une langue. Du reste, ego et tout peuvent être instanciés par le même locuteur, par exemple se parler à soi-même, etc. Donc ça complique évidemment les modèles que l'on peut en avoir. Alors on a un dipôle dialogique pour aller vite et une différenciation entre ego et tout, qui sont toujours différenciés, même s'ils renvoient un même locuteur externe. Et puis, ce qui est important, là, toutes les langues le montrent, c'est qu'il y a le « il » qui est hors du dipôle dialogique. Il, ça, comme disait aussi Martin Buber. Bon, ceci nous entraînerait évidemment très loin, mais ça me paraît essentiel. Même chose dans la représentation de l'espace. Le ici, c'est le domaine qualitatif, pas nécessairement proche, c'est souvent proche de l'énonciateur. C'est en termes topologiques un voisinage autour de l'énonciateur, très variable selon les conditions. Le là-bas, c'est un espace commun à l'énonciateur et au co-énonciateur. Et puis il y a l'ailleurs qui est évidemment le complémentaire de l'espace commun à l'énonciateur au co-énonciateur. Et là aussi, c'est détaché complètement du référentiel externe. Alors, prenons un petit schéma pour illustrer.
Ben, justement, j'ai le référentiel externe sur le plan temporel, j'ai la temporalité, et finalement, parler, c'est construire un référentiel temporel propre à l'énonciation, avec une chose qui est tout à fait importante, c'est qu'effectivement, on va pouvoir organiser, en partant de l'énonciation. Hier, du reste, quelqu'un parlait de ce rôle important d'un repère qui fixait, le voilà, hein, et on remonte, ou au contraire, on suit l'ordre chronologique, mais évidemment, ce qui est après n'est pas la même chose que ce qui est avant, c'est des structures très très différentes. Et T0, alors dans la littérature, prenez par exemple en logique, par exemple, on l'appelle le moment de l'énonciation. Pour moi, l'énonciation, c'est un processus, ce n'est pas un instant, c'est un processus avec inaccompli, c'est-à-dire que T0 n'est pas le dernier instant, ni même le premier instant de l'énonciation, c'est plutôt, parce qu'il y a continuité, c'est donc une borne ouverte ici, et c'est le premier instant du non encore énoncé. Donc l'énonciation est un processus, et ça c'est tout à fait important pour la suite, disons. Bon, ceci conduit à construire des systèmes de repérage abstraits avec 3 relations qui ont des propriétés mathématiques qu'on peut tout à fait préciser. L'identification, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'identité, c'est plus subtil. La différenciation et surtout cette 3e relation qu'est la mise en rupture qui permet de construire différents référentiels qui peuvent, dans certains cas, se synchroniser, évidemment. Eh bien, ceci, c'est ce qu'on va appeler les relations de repérage. Alors, dans le domaine des énonciatifs, des rôles énonciatifs, j'ai ego, tu, et puis le il qui est en rupture. Dans le domaine des lieux spatiaux, je l'ai montré tout à l'heure. Dans le domaine des lieux temporels, on aura également, je vais y revenir, et puis même, on voit que cette relation de repérage fonctionne à l'intérieur même de la relation prédicative. Ben, par exemple, Brasilia est la capitale du Brésil, identification. Macapá est une ville du Brésil, appartenance. Le Brésil est en Amérique du Sud, inclusion. Et Cayenne est hors du Brésil, mise en rupture. On est dans... Bon, on voit bien comment ça fonctionne et comment les langues, finalement, le manipulent. Alors, je l'ai dit, la notion fondamentale, c'est de référentiel, et ça me paraît de plus en plus important, de plus en plus explicatif, notamment entre ce référentiel énonciatif, qui est distinct du référentiel externe. Donc T0 ici est un point qui avance avec le flux du temps, comme on dit, enfin peu importe, tandis qu'ici T0, grand T0, est un repère fixe dans le référentiel énonciatif, et c'est ce qui permet de parler. Sinon, on n'aurait qu'une simple communication. Et je peux avoir des oppositions, hier, différenciation, aujourd'hui, demain, etc., plus compliqué. Mais évidemment, je peux faire des référentiels narratifs. Bon, on parlait tout à l'heure de Sherlock Holmes. Ben, on est dans un univers narratif, et à ce moment-là, la référenciation a lieu dans cet univers qui est dégagé, totalement différent du référentiel énonciatif. Et donc, j'ai des marqueurs. C'est les langues qui me donnent des marqueurs. Là, c'est des gros marqueurs. C'est souvent plus subtil. La veille, ce jour-là, le lendemain, opposé à hier, aujourd'hui, demain. On voit tout de suite les différents. Bon, je vais passer sur cet exemple qui est quand même intéressant, puisqu'il est très débattu. Certaines langues vont grammaticaliser directement quelque chose comme « il aurait plu », mais j'en ai pas été témoin. Oui, ainsi il a plu, j'en ai pas été témoin. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'évidentialité. En ayant plusieurs référentiels, j'ai le référentiel des savoirs partagés. Je sais que quand il pleut, eh bien, il suit que la route est mouillée. Ça, c'est un savoir partagé. Je constate quoi? Que la route est mouillée. C'est un constat,
et je considère que ça va être l'état résultant d'un événement qui lui a donné naissance. Et je remonte à la plausibilité par un raisonnement par abduction, à la plausibilité de l'événement dont, partant d'un constat, je remonte vers cette plausibilité. Mais on peut me dire, non, la route est mouillée, d'accord, mais l'arroseuse municipale vient de passer. Ah bon? Et je ne me suis pas engagé. Il aurait plu, ainsi il aurait plu, ce n'est pas un engagement. Je dis, j'ai des indices en faveur de... Alors certaines langues, notamment en Amazonie ou autres, grammaticalisent directement ceci. Alors ceci nous amène au schème. J'ai déjà parlé du modus du dictum. Cette fois-ci, je l'interprète comme un modus, un opérateur très complexe, on va voir, qui s'applique à un contenu, un dictum, pensée, proposition, si vous voulez. Mais l'énonciation est un processus, je l'ai dit, ça veut dire que ego dit prend en charge le dictum, mais selon un processus, il y a d'emblée, dans la prise en charge, une aspectualisation. C'est là où la logique actuelle ne traite pas du tout de ces problèmes-là. Mais il faut justement arriver à complexifier. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir composer, entre autres, cet opérateur qui actualise l'énonciation sur un intervalle, ce qui est actualisé sur un intervalle, qui est un intervalle topologique avec un début et une absence de fin, c'est-à-dire un intervalle ouvert. Bon. Alors, plus généralement, le schéma général d'une prise en charge énonciative, c'est donc cette prise en charge minimum, ego dit dans un processus d'énonciation, et puis il y a un contenu prédicatif qui est aspectualisé, on va voir comment, avec différentes modalités, mais s'ajoute nécessairement des relations temporelles pour indiquer comment l'intervalle d'aspectualisation de la relation prédicative est repéré par rapport à l'intervalle d'énonciation. Donc il y a tout un calcul qui peut se faire. On va voir un petit peu, pas le détail, mais un petit peu les idées. Dans l'aspectualisation, eh bien, il y a trois aspects fondamentaux qui sont d'ordre cognitif, l'état, l'événement et le processus. Ça veut dire quoi? L'état, il s'actualise, et je ne dis pas est vrai. Il y a une relation entre actualisé et vrai, mais il s'actualise sur un intervalle ouvert qui exclut les bornes de changement, alors que l'événement, qui est en général une transition entre plusieurs états, etc., eh bien, il s'actualise sur un intervalle fermé avec une borne de début et une borne de fin. Et donc, il y a un changement qui est une transition. Et ce qui est important, troisième idée, c'est la notion de processus qui est fondamentale, qui s'actualise sur un intervalle fermé à gauche, mais ouvert à droite, c'est-à-dire c'est toutes les notions d'inaccompli. Je suis en train de parler, je suis en train de boire, c'est quelque chose qui va être inaccompli, et il est clair qu'un processus qui aboutit à son terme engendre un événement. Donc ces trois notions état, événement, processus sont intimement liées. Je ne peux pas développer ici, mais vous pouvez éventuellement l'imaginer. Prenons des exemples très simples. Le présent que l'on a, Luc signe en ce moment un document, c'est un processus actuel où j'ai une concomitance, c'est-à-dire une identification des deux bornes droites d'inaccomplissement. Donc il y a un calcul qui se fait pour dire, bon, peu importe sur les bornes gauches, ce qui est important, c'est que le processus de signer est concomitant à l'énonciation. Par contre, hier, Luc signait un document quand son avocat, etc. J'ai un événement qui vient se mettre et qui vient couper en quelque sorte le processus en train de se développer dans un autre espace antérieur par rapport à l'énonciation. Luc a lu le document puis l'a quitté. J'ai deux événements qui se suivent, mais le passé composé et certaines langues vont avoir des marqueurs aspectuels très différents. Prenons, si vous vous rappelez, le grec ancien.
ici, j'aurai des aoristes, et là, j'aurai le parfait, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est l'état résultant qui résulte d'un événement antérieur. Luc a maintenant signé le document, et donc le français, par le passé composé, peut renvoyer selon les contextes, tantôt à une succession d'événements, et tantôt à un état résultant, un accompli actuel. Bon, voilà quelques exemples, mais on pourrait les multiplier. Alors, à partir de ces trois aspects, on peut dériver des aspects plus spécifiques, je ne vais pas vous le faire ici, mais qui sont des aspects beaucoup plus spécifiques que les langues vont catégoriser de façon diverse, très fouillée dans certaines et très grossière dans d'autres langues. Alors, la sémantique cognitive, elle repose, selon moi, sur l'hypothèse d'une interaction entre l'activité de langage et des activités de perception et d'action. Il s'agit d'un ancrage de primitives. Et les schèmes sont des représentations de signification organisées par des compositions de primitives. Alors, quelles sont ces primitives ? On pourrait citer Pascal, que dans tout système de représentation, nécessairement, il faut des primitives. Et ces primitives, à un moment donné, peuvent être analysées. Pour moi, la primitive de changement et de mouvement dont on a parlé ici, c'est une primitive qui est donnée par la perception. Mais après, on peut se poser la question et remettre en cause qu'est-ce que c'est que le changement, qu'est-ce que c'est que le mouvement. Mais le langage, les langues vont reprendre des perceptions naturelles. L'homme a cette capacité perceptive de voir le mouvement et de voir le changement, de se le représenter. Donc, si on veut regarder les langues, donc il y a des présentations discursives, il faut remonter jusqu'aux schèmes et les comparer aux schèmes qui sont construits par la perception, par exemple par la perception visuelle, aboutissant à des schèmes, et cette fois-ci, on voit des transferts qui s'opèrent entre les deux. C'est ça, en tout cas, qu'il faut étudier dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'une langue ? C'est vraiment ambitieux de se poser même cette question, et je ne vais pas y répondre. Il y a au moins une trentaine de propriétés que je donnerai aux langues, et il y en a sans doute plus, mais entre autres, c'est de pouvoir représenter des situations inscrites dans la temporalité. C'est de représenter des situations repérées dans l'espace. On l'a vu avec ici, là-bas, ailleurs, etc. Représenter les utilisateurs, les énonciateurs, les co-énonciateurs à l'intérieur du système de la langue. C'est traduire toutes les attitudes des énonciateurs par rapport au contenu. Représenter des discours rapportés, et puis bien d'autres choses encore, faire des narrations. Par exemple, jusqu'à présent, personne n'a pu montrer que les animaux, qui ont des systèmes de communication très élaborés, mais sont capables de faire des discours rapportés. Dans toutes les langues, il y a des moyens de redire « un tel m'a dit que », etc. Donc, alors, ça va bien au-delà de la théorie de Searle, Van der Weycken, mais évidemment, il y a des relations qui doivent être établies. Alors, un linguiste comme Bernard Pottier, linguiste contemporain, introduit ce modèle du trimorphe, qui est une représentation continue. Ah, pardon, je manipule mal ces choses-là. Une représentation continue et triphasée d'un événement. L'événement, vous prenez pour certains logiciens qui s'occupent du temps, etc., ils vont traiter l'événement comme du point. Or, le point, bon, il y a des événements ponctuels, mais en général, l'événement prend du temps, se développe, s'actualise sur un intervalle fermé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ceci amène à dire, finalement, la topologie est là. Et qu'est-ce que c'est que la topologie qualitative ? La topologie qualitative, c'est un langage général, c'est un langage de l'à peu près, comme le disait Guilbeault.
les images géométriques sont d'un grand secours. C'est là où, finalement, on a intérêt quelquefois à faire des schémas, hein, et pas, ça oblige à travailler plus sur la théorie. Donc, langage de l'à peu près. Hein. Et puis, il ne faut pas ramener la topologie uniquement au métrique et à l'euclidien. Donc, Merleau-Ponty insiste sur l'idée que penser le topologique plutôt que l'euclidien. Bon, pourrait... Alors, qu'est-ce que c'est que la topologie générale, la plus simple? Eh bien, c'est que l'idée de lieu, par exemple, chez Russell, dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas l'idée de lieu. Il y a les entités, les prédicats, les propriétés, chez Frege aussi. Or, la notion de lieu est tout à fait importante, et rentre dans les catégorisations primitives que l'on peut avoir. Ici, nous sommes dans un lieu avec une frontière, on voit bien sa frontière, et éventuellement un extérieur. Donc, dans le lieu, il y a un intérieur, un extérieur et une frontière. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir traiter des problèmes linguistiques? Regardons tout de suite, par exemple, des exemples lexicaux. On le voit dans le lexique des langues, très développé dans certaines langues, moins dans d'autres. Par exemple, dans les langues slaves ou en grec ancien aussi, tout ce qu'on appelle les préverbes, hein, qui sont en fait des marqueurs topologiques qu'on peut détailler si on veut. Et je peux avoir des lieux d'activité, par exemple être en vol, et je peux parcourir ce lieu faisant apparaître différentes zones importantes, ce qui amène à considérer finalement que dans un événement, eh bien, j'ai évidemment ce qui est avant, ce qui est après, ce qui va résulter de l'événement éventuellement, puis des zones initiales, des zones terminales et des phases plus ou moins stabilisées. Donc, c'est au moins considérer ces 5 zones dont on a besoin, et ça, on peut le formaliser avec la topologie la plus classique. Par exemple, je vais très vite, puisque, par exemple, on peut distinguer l'avion est en vol, c'est l'état d'activité, et l'opposé à l'avion est en train de voler, qui sera un processus inaccompli, puisque le terme n'est pas atteint, peut-être qu'il n'y en aura même pas. Avec l'avion est en train de voler, on sait bien que l'avion va atterrir, mais il est en train de grandir, il est en train d'apprendre, etc. Donc on ne dit rien sur le terme. Donc ça nous amène évidemment à pouvoir étudier ce qu'on appelle les modalités d'action, avec tous ces petits termes qui peuvent être grammaticalisés dans certaines langues ou au contraire être exprimés par des verbes comme en français, se mettre, commencer, être en train de, être dans l'état de, continuer, finir, terminer, etc. C'est tout ce qu'on appelle les modalités d'action, où là, la topologie nous donne évidemment les outils pour le faire. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que la topologie est suffisante pour pouvoir traduire ces 5 zones, ou bien est-ce qu'on est obligé de raffiner? Prenons des exemples. Et donc ça m'oblige à introduire la quasi-topologie, c'est-à-dire qu'un lieu va être caractérisé par un intérieur strict, par une fermeture large, mais surtout une frontière interne et une frontière externe, ce que je n'ai pas en topologie classique. Regardez ce lieu dans lequel nous sommes, nous avons la frontière interne. Mais de l'autre côté, il y a une frontière externe. Est-ce qu'on a besoin de ceci pour formaliser certains concepts grammaticalisés par les langues? Prenons par exemple le passage d'un lieu à un lieu qui est dans la banlieue, par exemple Villejuif. Je suis vraiment à Paris, je suis dans Paris. Bon, tout le monde. Je suis encore à Paris, on est sur la frontière interne. Je suis déjà plus à Paris, mais ça ne veut pas dire que je suis à Villejuif, mais pourtant c'est pratiquement contigu à Paris. Mais je ne suis pas encore
à Villejuif. Je suis déjà, mais ça ne veut pas dire que je suis encore dans Villejuif. Hein. Donc finalement, on voit bien qu'il y a une organisation avec deux lieux contigus qui ont une frontière externe en commun. Et évidemment, ça permet de traiter ce problème de l'adolescence. Nous connaissons tous ce qu'est l'adolescence, soit parce que nous l'avons été ou parce que nous avons des enfants adolescents. Et qu'est-ce qui se passe avec l'adolescent? Il y a deux lieux contigus, mais qui ont une frontière externe en commun, où finalement l'enfant est un véritable enfant, l'enfant est encore un enfant, il est dans la frontière interne. Ici, il n'est déjà plus un enfant, mais pas encore un adulte. C'est le problème de l'adolescent. Et puis ensuite, il est déjà un adulte, mais c'est un véritable adulte. Donc finalement, on a bien ces zones de pas encore, déjà plus, qui interviennent. Prenons encore un autre exemple classique avec la flèche de Zénon, qui pose des problèmes. Une des façons de le voir, c'est que la flèche va d'un lieu à un autre lieu. On peut faire une analyse un peu plus fine, mais à un moment donné, lorsqu'elle est dans ce lieu, à l'intersection des frontières externes du lieu 1 et du lieu 2, eh bien, elle n'est déjà plus, elle n'est pas encore. Donc, où est-elle? Elle n'est ni dans le lieu 1, ni dans le lieu 2, mais elle est déjà plus et pas encore. Donc, on peut formaliser certaines notions, et les notions comme encore, déjà plus, pas encore, déjà, eh bien, ne peuvent pas être traitées uniquement par la topologie, mais il faut de la quasi-topologie. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Je ne sais pas qui... Bon, c'est bon, je peux y aller alors. Relier maintenant les significations grammaticales et lexicales à leurs expressions. Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est justement que souvent, cette relation, si on prend chez Montaigu, chez d'autres auteurs, les relations, on va parler de compositionnalité, on a tout à fait raison, mais qu'est-ce que c'est que comment réaliser le passage entre l'énoncé, qui a sa forme syntagmatique, cette suite de mots, cette suite, à des représentations sous forme de schèmes. Alors, on va voir des exemples de schèmes, évidemment. Donc, il y a plusieurs phases pour pouvoir, d'un côté, dégager le dictum et d'un autre côté, dégager le modus, qui est un ensemble d'opérateurs qui se composent entre eux d'une façon assez complexe. Donc, j'ai des opérateurs primitifs, notamment aspectuels, qui vont se composer avec le processus d'énonciation, avec des opérateurs de modalité. Et donc, il y a tout ce domaine qu'on appelle de catégorisation complexe, temps, aspect, modalité et énonciation, et opération énonciative. Donc, je vais avoir des schèmes énonciatifs. Et puis, d'un autre côté, le contenu du prédicat, par exemple, car on dit les objets renvoient désignent des objets, mais un prédicat comme traverser, comme rencontrer, il y a de la temporalité sous-jacente. Et donc, comment représenter cette temporalité sous-jacente? Comment finalement expliquer que j'ai un prédicat comme Luc traverse l'Atlantique? Bon, j'ai un prédicat avec deux arguments, mais quelle est sa signification? Il faut pouvoir représenter cette signification. Alors, très bien, on va passer à un schème interprétatif. Alors, on peut se donner des schèmes interprétatifs, mais il faut pouvoir expliquer le calcul soit de façon descendante ou sémasiologique ou de façon onomasiologique, ou au contraire de façon ascendante, de façon sémasiologique. Et pour cela, il faut faire appel à des formalismes, mais le formalisme quand même qui me paraît le plus important, le plus utile, c'est la logique combinatoire de Curie. Alors le mot combinatoire est mal choisi, mais il existe, parce que ce n'est pas la combinatoire au sens de la combinatorix. Ce n'est pas du tout ça. C'est mal nommé
c'est la logique combinatoire de Curie, c'est une logique d'opérateur, plutôt même d'opérateur de composition et de transformation d'opérateurs quelconques. Et ça nous emmènerait assez loin, mais finalement, c'est un troisième niveau d'abstraction dans les formalismes. C'est du reste comparable à la théorie des catégories, mais je ne vais pas le développer ici. Alors, donc, la logique combinatoire de Curie, c'est une logique de composition, de transformation d'opérateurs quelconques. J'insiste bien là-dessus. Bon, Curie, il y a avant, évidemment, Schoenfinkel, 1924, et tout, quand on regarde dans les mauvais ouvrages, l'encyclopédia ou autre, on ramène tout à Schoenfinkel, mais celui qui a développé considérablement la logique combinatoire, c'est Curie, indépendamment de Schoenfinkel en 1931, puis après 58, 72, puis d'autres auteurs. Les compositions et les transformations d'opérateurs sont effectuées à l'aide d'opérateurs eux-mêmes, qui sont appelés les combinateurs. Et bon, ça c'est important, j'ai un nombre réduit de compilateurs élémentaires, même je peux en avoir deux, au moins deux, et qui permettent d'engendrer les autres combinateurs, mais là on rentre dans de la technique. Alors, je vais prendre des exemples de combinateurs utilisés, non pas au niveau des schèmes, mais au niveau, par exemple, de l'organisation d'énoncés élémentaires. Eh bien, par exemple, le combinateur W, qui en fait, j'utilise les combinateurs par des règles d'introduction et d'élimination, comme en déduction naturelle. Donc, finalement, si j'ai deux arguments identiques, eh bien, je peux construire en introduisant cet opérateur qui s'applique à P2 pour transformer WP2 devient un prédicat unaire qui s'applique à X. Par exemple, se lave, et là, le se est la trace de cet combinateur de diagonalisation. J'ai une règle d'élimination, une règle d'introduction. Donc, finalement, je peux rendre compte, c'est un peu plus compliqué dans le détail, Luc se lave, c'est réductible à Luc lave Luc par ce calcul purement formel, cette déduction purement formelle. Évidemment, ici, c'est très simple. Je peux voir le combinateur B, qui est un combinateur de composition fonctionnelle. En fait, si j'ai P qui porte sur le résultat de Q appliqué à X, eh bien, je peux composer P et Q par cet opérateur B, et BPQ est un opérateur qui s'applique directement à X. Évidemment, j'ai la règle d'élimination, et si je veux rendre compte de la relation entre Luc voit partir Marie et Luc voit que Marie part, j'ai un petit peu cette déduction, partant de Luc voit que Marie part. Bon, j'introduis des combinateurs, partir est une définition, et ainsi de suite, et on établit une relation. Bon, là, ça nous entraîne un petit peu dans des calculs pas compliqués. En fait, la logique combinatoire n'est pas compliquée. Simplement, il faut changer ses habitudes d'écriture. Et c'est ça qui est compliqué. Il faut penser en termes préfixés, en termes applicatifs. Donc, je peux avoir le combinateur phi, et ce qui montre que je peux avoir un E2 qui est dérivé du E1. E1, il compose deux propositions, alors que E2 va composer deux verbes, deux prédicats, et ainsi de suite. Donc, il y a une souplesse qui est faite. Alors, on va travailler un petit peu sur l'aspect temps à partir du schème énonciatif. Il faut expliquer, quand même, quand j'ai hier « je dormais », prenons AIS en français, il y a le problème évidemment de la personne, il y a le problème que c'est un imparfait, mais qui renvoie à quoi? Qui renvoie à un processus, dormir X. Bon, ce processus, il va s'actualiser sur un intervalle J1 qui est pris dans un autre intervalle hier, et il s'est pris en charge. La relation aspectualisée processus dormait sur un intervalle J1, c'est pris en charge par un processus d'énonciation qui se déroule sur J0.
Il faut que j'indique les relations entre les bornes de ces différents processus. Donc, AIS renvoie finalement à énormément de choses. Il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer et pas se contenter de dire, bon, ben, de même aujourd'hui tu me vois, le présent ici, bon, renvoie aussi à un processus et ainsi de suite. Bon, donc on peut, je ne vais pas développer ici les choses, mais je peux avoir un processus, je suis en train de dire, ego est en train de dire, une relation prédicative avec deux termes qui est aspectualisée, état, événement, processus, sur un intervalle I qui a de nature topologique qui dépend de l'aspect, et j'ai une relation temporelle. Donc il faut tout ça organiser pour arriver finalement à un opérateur aspecto-temporel qui compose donc progressivement, je ne fais pas le détail du calcul, mais progressivement, l'aspect va se composer avec le processus d'énonciation. J'ai en plus des intervalles, donc il y aura des quantificateurs existentiels. Alors, la logique combinatoire est une logique sans variable liée, ce qui est un avantage considérable. Ah oui, bon. Voilà, alors je vais m'arrêter un petit peu. Bon, il y a un calcul, on utilise la logique combinatoire. Je vous passe ces calculs, je me ferai un plaisir de vous les expliquer, mais il me faudrait un peu plus de temps et n'importe qui pourrait comprendre. Juste pour terminer au niveau du lexique, sortir d'eux, ça peut être le train sort du tunnel, Luc sort la voiture du garage, Luc sort la voiture du garage avec un tracteur, Luc fait sortir la voiture du garage par son chauffeur. Donc il y a des schèmes pour expliquer sortir d'eux. Alors si j'ai ce schème figuratif, c'est quelque chose qui sort de l'intérieur d'un lieu pour aller à l'extérieur, ça va bien pour le train sort du tunnel, ce que je peux représenter évidemment par un diagramme à deux dimensions, dimension temporelle puis une autre dimension, un changement de lieu. Mais évidemment, lorsqu'on introduit Luc sort la voiture du garage, là il y a des primitives nouvelles qui s'introduisent et qui sont fondamentales. C'est la primitive de contrôle. Qu'est-ce que c'est qu'un agent? Il y a une différence entre le tunnel, le train sort du tunnel, je le vois, et Luc sort la voiture du garage. Luc est un agent. Alors très bien, on va dire un agent, mais qu'est-ce que c'est que l'agent? Il faut le caractériser. L'étiquette ne fait pas le concept. Donc l'agent est caractérisé par cette primitive de contrôle, X contrôle, un changement, un mouvement qui fait passer d'une situation d'intériorité à une situation d'extériorité. Il y a un mouvement, il effectue cette opération, lui-même il contrôle. Le contrôle, c'est celui qui est capable de déclencher ou d'interrompre une action. Donc on a cette notion d'agent qui est fondamentale dans la plupart des langues qui vont le grammaticaliser plus ou moins selon les langues. Bon, le problème, c'est bien d'expliquer à partir de schèmes. Alors les schèmes, j'en ai montré tout à l'heure. Voilà des schèmes que je peux représenter par des boîtes, c'est-à-dire des relations de relations, inclus dans des relations, ou par des expressions symboliques applicatives. Bon, c'est la même chose. Donc ces schèmes, il faut évidemment pouvoir les relier, expliquer la signification de ce schème. C'est que je lis X contrôle, X fait qu'il y a un mouvement qui me fait passer d'une situation où l'objet X est à l'intérieur d'un lieu à l'objet X qui est à l'extérieur d'un lieu. C'est Luc sort du garage, par exemple. Bon, il faut expliquer comment sortir d'eux, qui a une toute autre configuration que ce schème, qui est une relation de relation avec des relations emboîtées. Donc, il faut expliquer comment, c'est la logique combinatoire qui nous permet de faire ce genre de calcul. Alors, quelques remarques épistémologiques, et je vais m'arrêter. Mathématiser les concepts, j'en ai parlé. Montrer par quelles opérations et relations, comment elles se composent pour construire les significations. La logique combinatoire,
nous aide à le faire. Il y a des primitives, je n'ai pas eu le temps de parler des primitives, mais par exemple mouvement, changement, contrôle, ça c'est une primitive importante. Calculer les représentations des significations et leur relation aux entités linguistiques qui les représentent. L'activité de langage entre en interaction avec d'autres activités par le biais des primitives. Bon. Et l'informatique, la bonne informatique, c'est celle qui permet de réaliser effectivement les calculs. Donc ça oblige en fait à travailler beaucoup plus sur les concepts, à revenir sur les concepts, à les préciser. On peut construire des modèles qui vont donner des explications plausibles. Ça ne veut pas dire que c'est explications sur un certain fonctionnement cognitif lié à l'activité de langage. L'IA actuelle réalise des simulations obtenues par des apprentissages reposant sur des statistiques. Or, est-ce que l'enfant, apprend-il seulement par un apprentissage à partir des messages donnés par l'adulte? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. L'IA, autrefois, c'était il y a 20 ans, cherchait à construire des représentations des connaissances. Et là, la bonne IA, selon moi, c'est justement de nous apprendre ce que sont les représentations du lexique, les représentations de la grammaire, et nous apprendre quelque chose sur l'activité du langage. Après tout, quelle est la complexité qui est mise en œuvre par l'activité de langage. L'idée des big data et de l'apprentissage par apprentissage, par les statistiques, permet de faire des choses dans des domaines qui ont un certain intérêt, mais bon, ça ne nous apprend rien sur la complexité de l'activité du langage. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'avoir parfaitement rempli ce rôle difficile du dernier intervenant. Merci aussi à notre public. Pour lancer la discussion, je vais me permettre une remarque et une question. D'abord, la raison pour laquelle je n'ai pas moi-même présenté d'intervention, c'est parce que je n'ai pas eu le temps, parce que j'étais pris par l'organisation. Mais je voulais justement, si j'avais pu, j'aurais parlé justement de ce sujet-là. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas la raison formelle, c'est les frontières de la raison formelle, c'est-à-dire ce qui sépare les formalismes du langage naturel. Alors, juste une petite remarque, hein. Tu as mentionné les travaux de Granger, ils ont évolué, et Granger a été de plus en plus pessimiste sur la possibilité pour je préfère dire les systèmes formels, de, on va dire, capturer justement ce que tu as à bon droit appelé la pragmatique externe, c'est-à-dire la richesse du contexte. Au début, il en a rêvé. À l'époque où il fantasme sur la traduction automatique. Et puis, de plus en plus, il s'est rendu compte qu'il y avait une ligne de fuite qui était ce que tu as appelé la pragmatique externe. Alors voilà, c'était ma remarque. Et ma question, c'est la suivante. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, moi, une de mes lignes de recherche, c'est de construire justement une machine, on va dire un atelier numérique pour la traduction collaborative, qui s'inspire exactement des principes inverses. C'est-à-dire que Jean-Pierre est en quelque sorte mon adversaire. Alors, la plateforme s'appelle Traduxio. On peut la trouver sur Internet. Et elle s'inspire très largement de ce qu'un linguiste, François Rastier, appelle la notion de parcours interprétatif. La notion de parcours interprétatif, c'est justement la compréhension des significations qui échappent au calcul. Alors j'aimerais savoir si tu serais d'accord pour dire que malgré ce que l'intelligence artificielle telle qu'elle est développée par cette logique combinatoire dont tu as montré les détails, est-ce que tu accepterais de dire ce qui nous échappe, ce qui est par exemple dans l'imagination de l'enfant qui apprend et que les statistiques n'arrivent pas à reproduire, ce serait de l'ordre
de l'imagination liée au parcours interprétatif. C'est tout à fait important, mais justement, quand je distingue bien la pragmatique interne de la pragmatique externe, la pragmatique externe, en effet, on a du mal à la cerner. Cependant, on peut quand même la cerner avec quelque chose dont je n'ai pas parlé, ce que j'appelle, ce qui permet de trouver dans le contexte des indices qui vont nous permettre de choisir une interprétation, une autre interprétation. Ça veut dire que j'ai des mécanismes contextuels qui peuvent être au-delà de l'énoncé, hein, mais il y a certains indices, sinon on ne se comprendrait pas. Hein. Il y a certains indices qui sont donnés, et si je ne les donne pas, ben, j'engendre de l'ambiguïté ou de l'indétermination sémantique, mais qui me permettent finalement de pouvoir choisir et de pouvoir faire le bon calcul. Ça, j'en ai pas parlé ici. Et là, c'est de l'intelligence aussi. Et ce n'est pas ce qui est fait actuellement avec l'apprentissage, tel qu'il fonctionne. Alors, je dis ce qui m'intéresse, évidemment. Je connais bien François Rastier, on est en désaccord. Ça n'a aucune importance. Parce que, très bien, moi, j'essaie de construire les représentations. Que veut dire traverser? Que veut dire entrer? Que veut dire sortir? Puis des exemples un peu plus compliqués, évidemment. Il faut pouvoir le représenter. Et en le représentant, je me dis, bon, ben, l'être humain a cette capacité. Si on lui donne un mot, traverser, il y a une représentation. Comment est-elle? Comment se fait-elle au niveau neuro, c'est encore ouvert, mais il ne faut pas confondre le signal. Ce n'est pas parce que j'ai un signal dans le cerveau que j'ai nécessairement l'interprétation de ce signal. Or, parler, le langage permet d'interpréter et puis de composer au niveau. Alors, la logique combinatoire se donne cet objectif d'aller le plus loin possible. Or, par exemple, Granger, que je connais, je ne l'ai pas étudié, je l'avoue, hein, je connais quelques textes qui sont, mais n'a pas utilisé la théorie de l'énonciation et ce qui tournait autour de la théorie de l'énonciation. Hein, il en a, ce qu'il dit, même dans les dernières années, sur le langage, l'activité de langage et les langues, est totalement insuffisant. Ce qui n'est pas grave. Hein, on est tous dans une insuffisance. Mais cette fois-ci, les choses évoluent, et notamment la théorie de l'énonciation, que Rastier connaît mal, je m'excuse. Il n'est pas là, donc on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'essaie de formaliser cette théorie de l'énonciation. Est-ce qu'on peut en faire un système non pas formel, c'est mathématiser les concepts de l'énonciation pour après construire des systèmes avant de faire le système axiomatique. Le système axiomatique viendra après. Merci. Tem outras perguntas? Merci beaucoup, c'était du velours. J'ai une petite question sur la distinction entre l'approche linguistique et l'approche logique. Et pour faire rebondir sur Granger parlait des structures, et il disait qu'un théoricien a son propre style quand il fait une théorie. J'ai un souvenir d'une conférence à Caen avec des linguistes. J'avais proposé une théorie des oppositions en logique, donc avec différents opérateurs, contrariétés, etc. Et les linguistes avaient un préjugé, c'est que quand on fait de la logique, c'est une table de vérité 1, 0, 0, 1. Bon, on ne peut pas discuter avec des gens comme ça. Ce n'est pas possible, parce qu'ils ont un préjugé sur la boîte à outils logique. Bon. De là, l'idée que si on augmente la force, la puissance explicative de la boîte logique, on va pouvoir étendre l'explication avec la logique. En ce sens-là, pourquoi est-ce qu'on devrait limiter le parcours interprétatif ou limiter l'aspect formel du langage plus que de raison? On peut toujours augmenter peut-être l'explication formelle. Donc je dirais comme Granger que
on juge l'ouvrier à son ouvrage. Donc il faut faire les choses pour dire qu'on n'a pas le droit de faire une bonne explication. Et dans le cas de la linguistique, je terminerai là-dessus, je pense à l'analyse de la négation et du temps. Par exemple, est-ce que le formalisme ici présenté pourrait être expliqué à l'intérieur d'un langage logique que les logiciens utilisent en général? Exemple, logique du temps, logique chronologique, Nicolas Recher et Pryor ont proposé des modèles logiques pour ces choses-là. À Belgique, à Bruxelles, il y a des linguistes formels qui travaillent dans le département de linguistique, qui sont intéressés par les carrés des oppositions, encore une fois. Hans Messert, par exemple, ou Danny Jaspers. Et sur le temps, il y a des philosophes indiens qui se sont intéressés à la représentation des écoles indiennes, comme Navya Nyaya, par exemple, et qui disent que pour avoir expliqué, par exemple, il y a 4 négations dans cette théorie, et cette théorie prend en compte des verbes aspectuels pour expliquer la différence, qu'on peut expliquer dans une théorie logique. Donc l'idée, c'est que, est-ce qu'il est possible pour les linguistes et les logiciens de communiquer entre eux afin de créer un langage unique, un langage formel unique, qui répondrait en fait à l'objectif de monsieur, donc à réintroduire l'idée d'un langage universel en même temps, dans la pratique. Bon, il y a beaucoup de questions. Je pense qu'il faut complexifier la logique et pas rester à la logique, disons, dans un certain état. Il faut complexifier. La logique combinatoire, conçue comme une logique, et Curie le disait très, très bien, il ne le disait pas en ces termes, mais ça revient à ça, c'est une prélogique. C'est-à-dire, c'est une logique d'opérateurs, de composition d'opérateurs quelconques, donc qui vont s'appliquer à des domaines différents, tels qu'on puisse démontrer des choses tout à fait non triviales. Bon. Donc, il faut complexifier la logique. Notamment, la logique ne doit pas être totalement, je pense qu'on serait d'accord, totalement indépendante des langues naturelles. La preuve, c'est que on essaie d'interpréter les langues naturelles par des domaines interprétatifs insatisfaisants, donc il faut complexifier ces domaines interprétatifs et notamment tenir compte de cette prise en charge. La prise en charge, c'est d'un énonciateur. Frege, lui, et très nettement, c'est très clair chez Frege, puisqu'il s'intéressait aux mathématiques, c'est un énonciateur universel. C'est vrai parce que j'ai une démonstration universelle et atemporelle. Il faut introduire la temporalité. La temporalité, il faut quand même regarder comment elle fonctionne dans les langues. Je prends un logicien comme Reichenbach, qui est intéressant en son temps, à son époque, mais enfin, c'est totalement insuffisant puisqu'il travaille sur des instants, alors qu'il faut travailler sur des intervalles. Mais travailler sur des intervalles, ce n'est pas suffisant. Il faut travailler sur des intervalles topologiques. Je connais assez peu de logique formelle qui traite d'intervalles topologiques. S'il y en a, on est du même côté, on peut comparer. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, justement, travailler sur la logique du temps et de l'aspect telle qu'elle fonctionne dans les langues naturelles. Donc, de construire un système qui, certes, ça se fait progressivement, pour tenir compte de la finesse des concepts aspectuels. Même chose pour la négation, il faudrait le faire. En effet, on peut travailler aussi sur la logique chinoise, enfin une approche chinoise, et le concept de quasi-topologie que j'ai esquissé ici permet de rendre compte de mécanismes que l'on a dans certains raisonnements chinois que l'on peut avoir. Pour la logique indienne, il faudrait voir. Sur les négations, j'admettrais très bien qu'on puisse avoir 4 négations à condition de bien les définir, les articuler. Donc, problème, complexifions la logique. Problème de l'interdisciplinarité. En effet, les linguistes, quand on leur parle logique, ont-ils même compris la logique booléenne? Bon, mais donc c'est un problème aussi d'éducation.
C'est un problème. Et c'est pour ça que je disais savoir écouter et savoir se remettre en question, complexifier sa pensée. Donc il faut que la logique, d'un côté, complexifie sa pensée, et d'un autre côté, du côté des langues naturelles, il faut que les linguistes complexifient leur pensée. Par contre, je ne crois pas à un langage universel. C'est une prise de position qui peut se discuter. Il y a un linguiste comme Sébastien Chomian, qui est le premier à avoir pensé à utiliser la logique combinatoire, posait un langage génotype qui devait décrire en fait toutes les langues, et puis chaque langue, finalement, s'ajustait par rapport à ce langage génotype. Ça veut dire, finalement, il y a un langage universel, indépendant des langues, et puis chaque langue, comme disait Frege, une langue est un habit de la pensée. Pour des tas de raisons, on peut argumenter que ça ne tient pas. Parce que les schèmes que l'on construit sont propres à une langue. On pense dans une langue. Avec les marqueurs aspectuels et les significations aspectuelles que l'on a en russe, que l'on a en chinois, ne sont pas celles du français. Donc on pense dans une langue, hein, et évidemment on peut traduire plus ou moins bien. Il faut que je trouve le schème associé, et puis ensuite je peux redescendre. Donc il n'y a pas, je ne crois pas, je défends la position non pas relativiste ni universaliste, mais c'est une position que je qualifie où il y a de la négation anti-relativiste. C'est-à-dire, bon, il y a des primitives universelles, je préfère dire des invariants plutôt que des universaux, mais enfin bon. Et ces invariants se composent différemment selon les langues dans des schèmes spécifiques. Et là, il faut essayer de comprendre ce qu'est l'activité de langage. Donc, il faut en effet travailler linguistes, mathématiciens et logiciens ensemble, mais en s'écoutant et en acceptant la complexification. Oui, j'avais une question. Alors, une double question, mais comme il ne reste pas beaucoup de temps, tu choisis la partie qui t'intéresse. Oui. Donc c'est une question de Béotien, c'était sur le rôle et le statut des diagrammes que tu nous as présentés. Parce que, alors, je suis un peu biaisé par le fait que je fais un cours sur la géométrie de Hilbert en ce moment. Donc moi, j'ai vu des segments, des droites, des demi-droites, des cercles. Et donc, je me suis demandé pourquoi tu insistais sur le topologique et pas simplement sur géométrique. Et d'autre part, et lié à ça, la question que je me suis posée, c'est dans quelle mesure ces diagrammes, ils sont là uniquement à titre de représentation et d'aide au raisonnement, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Alors, deux façons de le dire. Première façon, une fois que j'ai codé les différents énoncés que tu nous as donnés, je pourrais me dire, j'ai un réservoir, j'ai des segments, des droites et demi-droites pour parler comme j'ai parlé, et j'ai un certain nombre, je peux, de façon combinatoire, classifier toutes les possibilités d'intersection, de situation. Ça, je sais le faire mathématiquement. Et donc, par exemple, je pourrais me dire, est-ce que dans les énoncés de la langue naturelle, je retrouve pour chacune de ces configurations un énoncé correspondant pour essayer de voir dans quelle mesure cette représentation sous forme de diagramme, elle est pertinente, elle excède la langue naturelle ou au contraire, il y a des choses qu'elle ne capture pas. Donc ça, c'est une première... Et la deuxième chose, c'est est-ce que derrière ces diagrammes-là, il y a quelque chose comme un système d'axiomes, alors soit géométrique, soit topologique, en disant, je ne sais pas, par exemple, sur quels axiomes définissent les droites, ensuite comment on définit les segments, est-ce qu'on a des relations entre ou des choses comme ça. Bon, il y a beaucoup de problèmes. Donc, tu choisis ce que tu veux là-dedans. D'accord. Premièrement, ces diagrammes sont des diagrammes quand même théorisés. Ce n'est pas le petit dessin, bon, bien sûr. Donc ça veut dire que je dois travailler avec une ligne temporelle. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette ligne temporelle? Est-ce qu'elle est continue ou discrète, par exemple? Bon, dans l'approche que j'ai, je dirais c'est continu. Bon, on pourrait mettre ça en cause. Bon. Deuxièmement, je vais avoir des intervalles topologiques. Je ne peux pas me contenter d'intervalles. Et je ne vais pas avoir toute une combinatoire, comme certains l'ont fait. Les langues ont une certaine économie. Elles vont représenter des relations de concomitance, de différenciation entre certaines bornes, notamment
je suis en train de faire telle chose, le présent, il y a concomitance entre ce que je dis et ce que je fais, mais c'est exprimé uniquement par une identification entre les deux bornes droites inaccomplies. Donc il faut se donner de la topologie des intervalles, c'est une topologie très simple, et pas des intervalles uniquement. Et je n'ai pas besoin de toute la combinatoire des intervalles, comme certains l'ont fait, mais les langues sont beaucoup plus économiques. Donc il y a une économie qui se traduit. Alors, malheureusement, ces diagrammes nous aident à penser, nous aident à expliquer aussi. Du point de vue pédagogique, je trouve qu'on explique, à chaque fois que j'explique le présent, l'imparfait, etc., l'invariant, avec les diagrammes, les gens suivent à condition qu'ils fassent un effort. Une des difficultés, c'est d'expliquer la différence entre bornes ouvertes et bornes fermées. Bon, il faut que les linguistes apprennent la différence. Hein. On a du mal à leur faire comprendre. Et puis, il faut expliquer comment on va passer au symbolique, puisque les langues, finalement, vont non pas travailler en termes de diagrammes, mais en termes de symboles, hein, où un symbole va résumer, enfin, va intégrer plusieurs notions, des relations temporelles, des notions spectrales. Il faut l'expliquer. C'est là où la logique combinatoire, de dire, je vous explique comment tout ceci se compose. Si. Bon, enfin, ça, voilà. Pour répondre brièvement.